Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilivre, livre audio. Suite. Depuis quelques jours, les deux voisins, Eugène et le Père Goriot, étaient devenus bons amis. Leur secrète amitié tenait aux raisons psychologiques qui avaient engendré des sentiments contraires entre Vautrin et l'étudiant. Le hardi philosophe qui voudra constater les effets de nos sentiments dans le monde physique trouvera sans doute plus d'une preuve de leur effective matérialité dans les rapports qu'ils créent entre nous et les animaux. Quel physiognomoniste est plus prompt à deviner un caractère qu'un chien l'est à savoir si un inconnu l'aime ou ne l'aime pas? Les atomes crochus, l'expression proverbiale dont chacun se sert, sont un de ces faits qui restent dans les langages pour démentir les niaiseries philosophiques dont s'occupent ceux qui aiment à vanner les épluchures des mots primitifs. On se sent aimé. Le sentiment s'empreint en toute chose et traverse les espaces. Une lettre est une âme. Elle est un si fidèle écho de la voix qui parle que les esprits délicats la comptent parmi les plus riches trésors de l'amour. Le Père Goriot, que son sentiment irréfléchi, élevé jusqu'au sublime de la nature canine, avait flairé la compassion, l'admirative bonté, les sympathies juvéniles qui s'étaient émues pour lui dans le cœur de l'étudiant. Cependant, cette union naissante n'avait encore amené aucune confidence. Si Eugène avait manifesté le désir de voir madame de Nuncingen, ce n'était pas qu'il comptât sur le vieillard pour être introduit par lui chez elle, mais il espérait qu'une indiscrétion pourrait bien le servir. Le Père Goriot ne lui avait parlé de ses filles qu'à propos de ce qu'il s'était permis d'en dire publiquement le jour de ces deux visites. « Mon cher monsieur, lui avait-il dit le lendemain, comment avez-vous pu croire que madame de Restaud vous en ait voulu d'avoir prononcé mon nom? Mes deux filles m'aiment bien. Je suis un heureux père. Seulement, mes deux gendres se sont mal conduits envers moi. Je n'ai pas voulu faire souffrir ces chères créatures de mes dissensions avec leurs maris, et j'ai préféré les voir en secret. Ce mystère me donne 1000 jouissances que ne comprennent pas les autres pères qui peuvent voir leurs filles quand ils veulent. Moi, je ne le peux pas, comprenez-vous? Alors je vais, quand il fait beau, dans les Champs-Élysées après avoir demandé aux femmes de chambre si mes filles sortent. Je les attends au passage, le cœur me bat quand les voitures arrivent. Je les admire dans leur toilette. Elles me jettent en passant un petit rire qui me dore la nature, comme s'il y tombait un rayon de quelque beau soleil. Et je reste. Elles doivent revenir. Je les vois encore. L'air leur a fait du bien, elles sont roses. J'entends dire autour de moi, voilà une belle femme. Ça me réjouit le cœur. N'est-ce pas mon sang? J'aime les chevaux qui les traînent, et je voudrais être le petit chien qu'elles ont sur leurs genoux. Je vis de leur plaisir. Chacun a sa façon d'aimer. La mienne ne fait pourtant de mal à personne. Pourquoi le monde s'occupe-t-il de moi? Je suis heureux à ma manière. Est-ce contre les lois que j'aille voir mes filles le soir au moment où elles sortent de leur maison pour se rendre au bal? Quel chagrin pour moi si j'arrive trop tard et qu'on me dise Madame est sortie. Un soir, j'ai attendu jusqu'à 3 heures du matin pour voir Nasie, que je n'avais pas vue depuis 2 jours. J'ai manqué crever d'aise. Je vous en prie, ne parlez de moi que pour dire combien mes filles sont bonnes. Elles veulent me combler de toutes sortes de cadeaux. Je les en empêche, je leur dis « Gardez donc votre argent. Que voulez-vous que j'en fasse? Il ne me faut rien. » En effet, mon cher monsieur, que suis-je? Un méchant cadavre, dont l'âme est partout où sont mes filles. Quand vous aurez vu madame de Nuncingen, vous me direz celle des deux que vous préférez, dit le bonhomme, après un moment de silence, en voyant Eugène qui se disposait à partir pour aller se promener aux Tuileries, en attendant l'heure de se présenter chez madame de Beauséant. Cette promenade fut fatale à l'étudiant. Quelques femmes le remarquèrent.
Il était si beau, si jeune, et d'une élégance de si bon goût. En se voyant l'objet d'une attention presque admirative, il ne pensa plus à ses sœurs, ni à sa tante dépouillée, ni à ses vertueuses répugnances. Il avait vu passer au-dessus de sa tête ce démon qu'il est si facile de prendre pour un ange, ce Satan aux ailes diaprées, qui sème des rubis, qui jette ses flèches d'or au front des palais, empourpre les femmes, revêt d'un sot éclat les trônes, si simples dans leur origine. Il avait écouté le dieu de cette vanité crépitante, dont le clinquant nous semble être un symbole de puissance. La parole de Vautrin, quelque cynique qu'elle fût, s'était logée dans son cœur comme dans le souvenir d'une vierge se grave le profil ignoble d'une vieille marchande à la toilette qui lui a dit « Or et amour à flots ». Après avoir indolemment flâné, vers 5 heures, Eugène se présenta chez madame de Beauséant, et il y reçut un de ces coups terribles contre lesquels les cœurs jeunes sont sans armes. Il avait jusqu'alors trouvé la vicomtesse pleine de cette aménité polie, de cette grâce méliflue, donnée par l'éducation aristocratique, et qui n'est complète que si elle vient du cœur. Quand il entra, madame de Beauséant fit un geste sec, et lui dit d'une voix brève « Monsieur de Rastignac, il m'est impossible de vous voir. En ce moment du moins, je suis en affaires. » Pour un observateur, et Rastignac l'était devenu promptement, cette phrase, le geste, le regard, l'inflexion de voix, était l'histoire du caractère et des habitudes de la caste. Il aperçut la main de fer sous le gant de velours, la personnalité, l'égoïsme, sous les manières, le bois sous le vernis. Il entendit enfin le « moi le roi », qui commence sous les panaches du trône et finit sous le cimier du grand gentilhomme. Eugène s'était trop facilement abandonné sur sa parole à croire aux noblesses de la femme. Comme tous les malheureux, il avait signé de bonne foi le pacte délicieux qui doit lier le bienfaiteur à l'obligé, et dont le premier article consacre entre les grands cœurs une complète égalité. La bienfaisance, qui réunit deux êtres en un seul, est une passion céleste aussi incomprise, aussi rare que l'est le véritable amour. L'un et l'autre est la prodigalité des belles âmes. Rastignac voulait arriver au bal de la duchesse de Carigliano. Il dévora cette bourrasque. « Madame, dit-il d'une voix émue, s'il ne s'agissait pas d'une chose importante, je ne serais pas venu vous importuner. Soyez assez gracieuse pour me permettre de vous voir plus tard. J'attendrai. » « Eh bien, venez dîner avec moi, dit-elle un peu confuse de la dureté qu'elle avait mise dans ses paroles, car cette femme était vraiment aussi bonne que grande. Quoique touché de ce retour soudain, Eugène se dit en s'en allant « Rampe, supporte tout. Que doivent être les autres si dans un moment la meilleure des femmes efface les promesses de son amitié, te laisse là, comme un vieux soulier. Chacun pour soi donc. Il est vrai que sa maison n'est pas une boutique, et que j'ai tort d'avoir besoin d'elle. Il faut, comme dit Vautrin, se faire bouler de canon. » Les amères réflexions de l'étudiant furent bientôt dissipées par le plaisir qu'il se promettait en dînant chez la vicomtesse. Ainsi, par une sorte de fatalité, les moindres événements de sa vie conspiraient à le pousser dans la carrière où, suivant les observations du terrible sphinx de la maison Vauquer, il devait, comme sur un champ de bataille, tuer pour ne pas être tué, tromper pour ne pas être trompé, où il devait déposer à la barrière sa conscience, son cœur, mettre un masque, se jouer sans pitié des hommes, et comme à Lacédémone, saisir sa fortune sans être vu pour mériter la couronne. Quand il revint chez la vicomtesse, il la trouva pleine de cette bonté gracieuse qu'elle lui avait toujours témoignée. Tous deux allèrent dans une salle à manger où le vicomte attendait sa femme, et où resplendissait ce luxe de table qui, sous la Restauration, fut poussé, comme chacun le sait, au plus haut degré. Monsieur de Beauséant, semblable à beaucoup de gens blasés, n'avait plus guère d'autres plaisirs que ceux de la bonne chère.
Il était en fait de gourmandise de l'école de Louis XVIII et du Luc d'Escars. Sa table offrait donc un double luxe, celui du contenant et celui du contenu. Jamais semblable spectacle n'avait frappé les yeux d'Eugène, qui dînait pour la première fois dans une de ces maisons où les grandeurs sociales sont héréditaires. La mode venait de supprimer les soupers qui terminaient autrefois les bals de l'Empire, où les militaires avaient besoin de prendre des forces pour se préparer à tous les combats qui les attendaient au-dedans comme au-dehors. Eugène n'avait encore assisté qu'à des bals. L'aplomb qui le distingua plus tard si éminemment et qu'il commençait à prendre l'empêcha de s'ébahir niaisement. Mais en voyant cette argenterie sculptée et les 1000 recherches d'une table somptueuse, en admirant pour la première fois un service fait sans bruit, il était difficile à un homme d'ardente imagination de ne pas préférer cette vie constamment élégante à la vie de privation qu'il voulait embrasser le matin. Sa pensée le rejeta pendant un moment dans sa pension bourgeoise. Il en eut une si profonde horreur qu'il se jura de la quitter au mois de janvier, autant pour se mettre dans une maison propre que pour fuir Vautrin, dont il sentait la large main sur son épaule. Si l'on vient à songer aux 1000 formes que prend à Paris la corruption parlante ou muette, un homme de bon sens se demande par quelle aberration l'État y met des écoles, y assemble des jeunes gens. Comment les jolies femmes y sont respectées, comment l'or étalé par les changeurs ne s'envole pas magiquement de leurs sébiles. Mais si l'on vient à songer qu'il est peu d'exemples de crimes, voire même de délits commis par les jeunes gens, de quel respect ne doit-on pas être pris pour ces passions totales, qui se combattent eux-mêmes et sont presque toujours victorieux? S'il était bien peint dans sa lutte avec Paris, le pauvre étudiant fournirait un des sujets les plus dramatiques de notre civilisation moderne. Madame de Beauséant regardait vainement Eugène pour le convier à parler. Il ne voulut rien dire en présence du vicomte. « Me menez-vous ce soir aux Italiens » demanda la vicomtesse à son mari. « Vous ne pouvez douter du plaisir que j'aurai à vous obéir, » répondit-il avec une galanterie moqueuse, dont l'étudiant fut la dupe. « Mais je dois aller rejoindre quelqu'un aux Variétés. »« Sa maîtresse, se dit-elle. »« Vous n'avez donc pas d'adjuda ce soir » demanda le vicomte. « Non, répondit-elle avec humeur. »« Eh bien, s'il vous faut absolument un bras, prenez celui de M. de Rastignac. » La vicomtesse regarda Eugène en souriant. « Ce sera bien compromettant pour vous, dit-elle. »« Le Français aime le péril parce qu'il y trouve la gloire, a dit M. de Chateaubriand, répondit Rastignac en s'inclinant.